Bonjour à tous, je suis Lucie Piron, je travaille dans le service de génétique donc de la Pied-Salpêtrière ici, rattachée au centre de référence neurogénétique de l'adulte, et je vais effectivement vous présenter un travail qu'on a fait dans le service sur une question absolument cruciale dans le domaine des maladies génétiques, c'est-à-dire l'information à la parentèle, donc sous ses différents aspects. Donc on sait tous, globalement que... Plus près. Pardon. Les maladies génétiques, un des enjeux majeurs de ces maladies, c'est l'information à la parentèle. Pourtant, on sait de notre expérience clinique en consultation que l'information est tardive, que c'est compliqué, qu'on a souvent la notion d'un secret de famille, que les gens se posent de nombreux questionnements au moment où la maladie est découverte dans la famille. Voilà, donc je sais qu'il faut en parler, mais comment le dire, quand le dire ? Et pourtant, c'est particulièrement important parce que de cette information découle le recours possible à un test présymptomatique, si l'individu le souhaite, qui consiste à connaître son statut génétique. Pour bref rappel, donc, la maladie de Huntington, c'est une maladie pionnière dans ce domaine, même si aujourd'hui le test est possible dans de nombreuses pathologies, donc l'on voit en particulier au sein de notre filière. La procédure a été mise en place il y a environ 30 ans, initialement à la demande et en collaboration avec les associations de patients. Et donc on a pensé initialement qu'une fois que le test serait disponible, beaucoup d'individus à risque seraient demandeurs. Et en fait, pas du tout. On estime que 5 à 20% des apparentés à risque font le test présymptomatique. Et cette estimation, c'est la fourchette en fait en fonction de différents pays, dans différentes études à différents moments. Et ça n'a pas changé en 30 ans. Et quand on s'intéresse aussi au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, là encore, le recours est très faible. Les estimations sont de moins de 20% des porteurs pour la maladie de Huntington. Là encore, c'est des chiffres qui sont identiques entre différents pays. Pour les autres pathologies, globalement, c'est de cet ordre-là. Et là, je vous ai présenté juste quelques chiffres des rapports d'activité de l'Agence de la biomédecine entre 2014 et 2018. On voit que les demandes de diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire sont de l'ordre de quelques dizaines de demandes par an. Donc devant ces taux qui sont très faibles, en tout cas par rapport à ce qu'on aurait pu penser intuitivement, on s'est posé la question de finalement comment circuler l'information dans les familles, pourquoi il y avait des taux aussi faibles, que pensaient les individus concernés du test présymptomatique, quels étaient leurs avis à propos des options reproductives, et finalement est-ce que l'accès au prénatal et préimplantatoire pouvait motiver l'information à la parentèle. Donc pour cela, en fait, on a fait un travail en deux parties. Donc c'est l'étude risque info. La première partie s'intéresse uniquement à des participants concernés par la maladie de Huntington. Et en fait, c'est une étude comparative, c'est-à-dire qu'en 2000, Alexandra Dur et Marcella Gargiello avaient donc mené une étude qui s'intéressait à la circulation de l'information dans les familles et aux avis concernant le test présymptomatique. Et donc cette étude avait montré que 30% des participants déclaraient avoir été informés par leurs parents. 24% l'avaient appris par eux-mêmes, et avec un âge moyen d'information autour de 32 ans. Et quand on les interrogeait sur leurs avis concernant le test présymptomatique, seuls 32% d'entre eux étaient en faveur du test et presque 60% étaient plutôt en défaveur du test présymptomatique. Et donc en fait en 2019 déjà devant la large accessibilité du diagnostic prénatal et préimplantatoire, un peu les changements sociétaux, la nouvelle législation, donc avec la loi d'information à la parentèle de 2011 et son décret d'application en 2013, et aussi avec les nouveaux espoirs thérapeutiques, on s'est demandé en fait si tout cela ça avait changé ou pas. Et donc on a refait la même étude en 2019 avec deux objectifs principaux. D'abord, c'était donc étudier de possibles changements d'attitude vis-à-vis de l'information à propos du risque génétique et étudier une évolution potentielle des avis et des motivations concernant le test présymptomatique. Donc on s'est intéressé à des participants concernés par la maladie de Huntington, donc de différents statuts, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des gens atteints, des gens à risque qui n'avaient pas fait le test et des gens qui avaient fait le test présymptomatique, donc qui étaient soit porteurs, soit non porteurs, et des conjoints de ces différents sous-groupes.
On a proposé un auto-questionnaire donc, qui était le même qu'en 2000, avec des questions à la fois de démographie et des questions aussi sur l'expérience et les avis à propos de l'information dans les familles et du test. Et le questionnaire avait été diffusé par des associations de patients et proposé aussi à l'issue de la consultation de génétique dans notre service. En 2000, initialement, il avait été rempli par voie postale et en 2019, ça a été fait sur le serveur RedCap sécurisé. Donc quand on regarde, on a utilisé, il y avait 148 participants en 2000 et 295 en 2019. On voit que la plus grande partie des gens qui ont répondu, enfin un tiers, c'est des conjoints, suivis par les apparentés à risque et des personnes atteintes. Là, je vous présente la répartition en 2019. En 2000, globalement, c'était à peu près la même chose. Et quand on me posait donc la première question, qui vous a informé de votre risque génétique ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit donc que, comme je vous l'ai dit précédemment, en 2000, seulement 30% des gens déclaraient avoir été informés par leurs parents. En 2019, ils étaient 45%, donc il y a une tendance à plus d'informations de la part des parents, mais malgré tout, c'est pas significatif comme différence, et surtout, ça reste quand même moins de la moitié des gens qui déclarent avoir été informés par leurs parents. Et quand on pose la question hypothétique, selon vous, qui devrait informer les enfants de leurs risques ? On voit que quasiment 60% des gens en 2019 considèrent que ça devrait être les parents. Et d'autant plus si on s'intéresse, je ne sais pas si on voit ma souris, non. Bref, à la catégorie les deux, donc parents et équipe médicale, on voit que finalement quasiment 100% des gens considèrent que les parents devraient être les garants de l'information génétique. Mais il y a vraiment une grande discordance avec ce qui se passe en réalité et ça montre bien toute la difficulté justement du processus d'information à la parentèle. Ensuite, on s'est intéressé à la question de finalement à quel âge est-ce qu'on devrait informer. Donc on a demandé aux gens, selon vous, est-ce qu'on devrait informer avant 18 ans, à 18 ans ou après ? Là, pareil, je vous présente les chiffres de 2019 où 67% des gens considèrent qu'on devrait informer à la majorité ou avant. En 2000, c'était globalement les mêmes chiffres et il n'y avait pas de différence significative entre les deux. C'est-à-dire que déjà en 2000, quasiment 70% des gens considéraient qu'on devait informer maximum à 18 ans. Et pourtant, quand on voit l'âge d'information, donc je vous avais dit qu'il était de 32 ans en 2000 et il est de, en moyenne, 29 ans en 2019. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas plus tôt. Donc malgré, voilà, il y a l'hypothétique et puis il y a le concret. Tout ça, c'est en accord avec notre pratique clinique et aussi avec les différents papiers dans la littérature. Et encore une fois, on se rend compte à quel point le processus d'information à la parentèle est extrêmement difficile pour les familles. Ensuite, on s'est intéressé donc au test présymptomatique. On a demandé, est-ce que vous conseilleriez-vous le test présymptomatique tout d'abord, quel que soit l'âge ? On voit que en 2019, donc, ils sont 46% des répondants sont en faveur plutôt du test présymptomatique, donc c'est plus qu'en 2000 et c'est significatif. Malgré tout, ça reste quand même, encore une fois, moins de la moitié des gens. Et quand on demande pourquoi oui, globalement, on est dans le même type de motivation, mais là, on est plus, les gens ont répondu à moitié, avoir le droit de savoir, c'est-à-dire vraiment replacer l'autonomie de la personne au cœur de la décision. Et puis il y a toujours la problématique d'éviter la transmission qui reste quand même importante. Mais ce qui est extrêmement intéressant, et ça fait aussi écho pour ceux qui étaient là vendredi, aux journées du présymptomatique et prénatal, donc à la présentation de Cécilia Marelli, où on voit effectivement que bénéficier de traitement, que ce soit en 2000 comme en 2019, c'est une motivation qui est citée de façon marginale, donc 10% et 5% en 2019. Et alors même que quand l'étude a été faite en 2019, l'essai clinique de phase 3, qui a depuis été arrêté, était en cours. Donc c'est d'autant plus quelque chose de surprenant. Donc on peut se dire, mais est-ce que finalement les gens n'y croient plus après plusieurs annonces de traitements à venir ? Est-ce que les gens ne sont pas bien informés malgré le travail quand même important fait par les associations de malades ? Donc ça soulève en tout cas une vraie question, cette réponse-là. Ensuite, on voit aussi que la proportion des gens qui étaient plutôt contre le test présymptomatique a chuté. On passe de 57% à 27%. En parallèle, on voit aussi que plus de gens s'autorisent à douter et à se poser finalement la question du bien fondé du test. On passe de 10 à 27%. Avec là, il n'y a pas d'évolution franche dans les motivations.
Voilà, donc c'est un choix personnel, des conséquences psychologiques négatives potentielles et pas de traitement disponible qui est cité également dans les motivations pour plutôt ne pas recommander le test. Pardon, j'ai perdu ma souris. Pardon. Si on s'intéresse brièvement au test avant 18 ans, donc c'est encore une fois hypothétique parce que le test chez les mineurs est interdit dans la maladie de Huntington en l'absence de mesures de prévention ou de soins. On voit quand même qu'il y a une tendance, enfin les gens globalement sont plutôt pas en faveur, même s'il y a une tendance à une ouverture un peu plus, en tout cas on passe voilà, de 14 à 28%. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que en 2000, la motivation principale, bon, on était sur un petit effectif, mais la motivation principale, c'était d'éliminer l'incertitude parentale, alors qu'en 2019, vraiment, on replace l'enfant et l'adolescent un peu au cœur de la problématique et du processus de choix, avec comme argument avoir le droit de savoir. Et l'incertitude parentale devient quelque chose de complètement mineur. Ce qui est donc plutôt encourageant. Encore une fois, donc, sur le test présymptomatique avant 18 ans, ce qui est mis en avant de façon finalement pas très surprenante, c'est plutôt voilà, les potentielles conséquences psychologiques négatives, en arguant que finalement les enfants et les adolescents n'ont peut-être pas encore toutes les ressources pour faire face aux résultats du test et peut-être pas non plus tout le recul et le processus de réflexion nécessaire pour prendre une telle décision, et puis qu'il faut attendre un petit peu voilà, la maturation à différents niveaux et puis quelques étapes de la vie. Ensuite, pour la deuxième partie de l'étude, donc là on est en 2019, dans la mesure où les chiffres de prénatal et préimplantatoire étaient toujours faibles, on a décidé donc d'étendre l'étude. Donc on ne s'est pas limité à la maladie de Huntington. On a pris 4 pathologies fréquentes dans notre centre de référence neurogénétique que je vais détailler juste après. Et cette fois-ci, on s'est intéressé de façon spécifique aux avis plutôt concernant les options reproductives. Donc on avait pour objectifs principaux d'abord d'étudier comment les personnes concernées évaluaient la gravité de leur pathologie, d'étudier la manière dont les options reproductives étaient envisagées dans les familles et si on retrouvait un lien entre la gravité estimée et les avis concernant les options reproductives. Et enfin, d'étudier les motivations pour informer les apparentés et en se demandant si finalement, est-ce que l'accès au DPN et au DPI est un motif d'information à la parentèle. Donc là, on a choisi la maladie de Huntington, les ataxies spinocérébelleuses à polyglutamine, la dystrophie myotonique de Steinert et la sclérose latérale amyotrophique démence frontotemporale, donc uniquement liée à des expansions dans C9. On a choisi ces pathologies parce qu'elles ont toutes des atteintes motrices et cognitives à des degrés variables, avec des âges de début, des durées d'évolution de maladie variables également, mais à ce jour, aucune n'a de traitement préventif ni curatif. Alors c'est juste petite nuance avec l'atteinte cardiaque du Steinert, si elle est présente, qu'on peut prévenir. Donc toutes ces pathologies n'ont pas de traitement à l'heure actuelle et sont considérées comme étant d'une particulière gravité aux yeux de la loi. Et là encore, on s'est intéressé donc, à des gens concernés à des degrés divers, donc à la fois malades, porteurs, non porteurs, à risque et les conjoints de ces différents groupes. Donc c'était toujours l'auto-questionnaire en 2019 qui a également été relayé, donc cette fois-ci par toutes les différentes associations de patients et qui était aussi disponible après une consultation qui était proposée en fait de façon systématique dans notre service de génétique clinique. Et les questionnaires cette fois-ci ont été remplis donc en ligne via le serveur RedCap. Et les questionnaires comportaient en fait toujours des questions démographiques et plutôt des questions en fait donc sur la maladie familiale, le statut, la perception de la sévérité. Et puis après, tous les avis sur les options reproductives et les motivations d'information. Donc, on a inclus dans l'étude 562 participants. On voit que la majorité, donc 55% d'entre eux, étaient concernés par la maladie de Huntington, suivie par les ataxies cérébelleuses à polyglutamine, puis Steinert et ensuite SLA-DFT. Et en fait, on leur avait posé comme question, considérez-vous que la maladie par laquelle vous êtes concerné est d'une particulière gravité ? Donc c'était sur une échelle analogique visuelle avec 0, pas du tout grave, et 100, oui, absolument très grave.
Et donc on voit que la sévérité est estimée de façon différente entre les pathologies et que c'est statistiquement significatif. Avec donc la SLA-DFT et la maladie de Huntington, donc, où les patients s'estiment comme ayant donc, la maladie la plus sévère, avec 90 points sur 100 pour la SLA-DFT et presque 84 points sur 100 pour la maladie de Huntington. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces deux pathologies sont celles qui débutent classiquement à l'âge adulte, donc adulte voilà, d'âge intermédiaire ou avancé, contrairement aux SCA et aux ataxies spinocérébelleuses et a fortiori au Steinert, où il peut y avoir des formes chez l'adulte jeune ou infantile, voire congénitales pour le Steinert. Et donc on peut en fait imaginer, donc, à partir de ces résultats, que finalement ce qui fait la gravité d'une pathologie aux yeux des patients, c'est finalement plus les troubles cognitifs qui sont plus fréquents et plus importants dans la maladie de Huntington et la SLA que l'âge de début. C'est quand même intéressant de souligner que finalement les patients Steinert sont estimés sévères à voilà, un peu moins de 70 points sur 100, alors que quand même il y a le risque de formes congénitales qui peuvent être gravissimes avec un décès néonatal, déficience intellectuelle qui peut être sévère et aussi de mort subite en cas d'atteinte cardiaque. Ensuite, on s'est demandé donc comment étaient envisagées les options reproductives et est-ce qu'il existait un lien avec la gravité estimée de la maladie. Donc là, vous voyez sur le graphique la colonne de gauche, donc c'est toute pathologie confondue. Et ensuite, c'est maladie par maladie. La barre rouge, en fait, correspond à la gravité estimée. Encore une fois avec l'échelle donc de 0 à 100. Et la barre bleue, là, c'est pour le diagnostic prénatal. Et la question posée, c'était considérez-vous que la maladie par laquelle vous êtes concerné justifie un diagnostic prénatal? Avec 0, non, pas du tout. Et 100, oui, absolument. Donc on voit que de façon globale, le diagnostic prénatal est plutôt plébiscité, donc, parce que les répondants ont justifié en moyenne à 78 points sur 100. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir que finalement, les Steinert, qui eux estiment leur pathologie de façon la moins sévère, justifient le plus le recours à un prénatal, avec quasiment 90 points sur 100 de justification. Et à l'inverse, en fait, les patients concernés par la SLA-DFT sont ceux qui justifient le moins. Il y a 20 points d'écart par rapport aux Steinert. Et donc, on peut se dire que probablement le fait qu'il y ait l'atteinte congénitale dans le Steinert peut favoriser voilà, l'idée du recours à un diagnostic prénatal. Et il y a aussi probablement un conseil génétique qui est plus directif, de façon voilà, plus ou moins voulue, en tout cas de la part de nos équipes, pour les Steinert que pour les SLA. Si on s'intéresse ensuite à l'interruption médicale de grossesse, donc en moyenne, justification à 68,6 sur 100. Et en fait, malgré le fait que finalement l'IMG, c'est la conséquence directe d'un diagnostic prénatal défavorable, il y a quand même 10 points d'écart entre la justification d'un diagnostic prénatal et la justification d'une interruption médicale de grossesse. Donc ça peut... En fait, on peut l'envisager déjà que d'une part, c'est pas forcément toujours si clair dans la tête des patients, avec parfois le diagnostic prénatal dans l'idée de vraiment de savoir le statut, mais sans forcément cheminer jusqu'au bout, jusqu'à l'interruption de grossesse. Et d'autre part, ça montre aussi toute la difficulté d'un tel processus pour les couples. Et là aussi, donc, on retrouve toujours l'énorme contraste dans les réponses par rapport à la gravité, à la fois donc dans le Steinert et dans la SLA-DFT, où on voit que dans la SLA-DFT, il y a une justification de l'interruption médicale de grossesse à moins de 50 points sur 100. Et donc finalement, contrairement à ce qu'on aurait éventuellement pu penser, ce sont les plus graves qui souhaitent le moins interrompre. Et alors après, on peut se dire effectivement que la question d'une interruption médicale de grossesse dans une pathologie de révélation tardive, ça pose d'autres questions, puis ça peut aussi se questionner sur la valeur de sa propre vie en tant que personne malade et en tant que durée de vie sans maladie, mais c'est vraiment ceux qui sont les plus graves qui sont finalement le moins en faveur de l'interruption de grossesse. Ensuite, là, c'est juste pour vous montrer les chiffres du DPI, diagnostic préimplantatoire. Donc, globalement, ça suit le même comportement que le diagnostic prénatal dans les réponses. Ensuite, donc, on s'est demandé si l'accès donc, au DPN et au DPI, finalement, était un motif d'information à la parentèle. Donc, on a demandé aux gens donc, quelles ont été vos motivations pour informer les membres de votre famille, avec plusieurs propositions.
Et donc, dans les propositions, il y avait connaître l'existence du diagnostic prénatal, et donc le recours possible à l'interruption de grossesse, et connaître l'existence du diagnostic préimplantatoire. Et en fait, on voit que ces deux arguments ont été tout de même peu cités parce que seuls 55% des participants, c'est-à-dire à peine plus de la moitié, ont coché l'une ou l'autre. C'est-à-dire qu'on a considéré l'item coché quand il y avait l'un ou l'autre, pas forcément les deux. Et donc quand même, 44,7% n'ont mis ni l'un ni l'autre dans leur motivation pour informer la parentèle. Et en plus, il n'y a pas de différence significative entre les pathologies, alors même qu'on a retrouvé une différence significative dans la sévérité estimée des pathologies. Donc il y a plusieurs messages très forts à retenir de cette étude. Sur la première partie, déjà concernant l'information à la parentèle, il n'y a pas eu de changement majeur entre 2019 et 2000, malgré la loi d'information à la parentèle, malgré le très large accès au prénatal et au préimplantatoire, malgré les espoirs thérapeutiques. Il y a quand même une tendance à davantage d'informations de la part des parents, mais ça reste faible. Finalement, ils informent plus, mais pas vraiment plus, et en tout cas pas plus tôt. L'information reste tardive, donc probablement que c'est quelque chose qui est tellement difficile qu'il faut peut-être une bonne raison et une étape de la vie particulière. Et tout ça, c'est concordant avec notre pratique clinique. Le test présymptomatique est plus considéré, mais ça reste inférieur à 50%. Là encore, c'est concordant avec notre faible demande de tests à la fois dans la pratique clinique et à la fois dans les études. Et surtout, l'accès à un traitement n'est pas une motivation citée, donc ni en 2000 ni en 2019. Et voilà, donc on peut se demander est-ce que finalement c'est qu'il n'y a plus trop d'espoir dans les traitements? Est-ce que c'est un problème d'information? Et donc dans notre centre, on est en train de monter un programme ETP, donc comme plusieurs ici, et on a prévu de faire un atelier autour de l'information à la parentèle et aussi un atelier autour de la recherche clinique, afin que les patients et leurs familles puissent un peu mieux comprendre tous les enjeux de la recherche clinique, ce qui est en cours, comment se déroule un essai, et qu'on puisse répondre à toutes leurs questions. Et enfin, pour terminer, c'est ma dernière diapo. Le lien avec la gravité de la pathologie, c'est pas celui qu'on attendait. Alors déjà, il existe, mais il reste assez faible. Je vous ai pas montré les coefficients de corrélation, mais voilà. Et en plus, c'est pas forcément c'est pas le sens dans lequel on pensait. Et donc ça, c'est vraiment une donnée qui est très importante pour le conseil génétique, parce que il faut pas qu'on fasse un conseil génétique en adossant les choses à la sévérité, a fortiori à la sévérité telle qu'elle est perçue par les médecins. Et donc, l'accès au DPN et au DPI, ce n'est pas une raison suffisante pour informer la parentèle. En fait, il faut demander aux gens ce qu'ils pensent. Et l'idée, c'est que la gravité de la pathologie et la peur de nuire avec l'information qui peut être complètement dévastatrice dans des maladies qui sont aussi sévères avec plusieurs atteintes dans la famille, ça prime sur la possibilité d'avoir recours au diagnostic prénatal et préimplantatoire. Donc tout ça, ça doit nous amener à réfléchir un peu, à reconsidérer la façon dont on fait des conseils génétiques pour essayer de délivrer la meilleure information et le meilleur accompagnement possible aux personnes et aux couples qui viennent nous voir en consultation. Et donc voilà, je voudrais remercier tous les participants à cette étude, le service de génétique clinique et les différents médecins qui ont participé pour cette étude. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Lucie. On a le temps pour une ou deux questions, interventions, remarques, si vous voulez. Oui, c'est plutôt une information, puisque votre enquête vient de se terminer, tandis qu'il y a une nouvelle enquête qui est en cours et qui s'appelle Information à la parentèle, et c'est DGP rare, et c'est mené, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est mené par l'agence, ça a été financé par l'agence de biomédecine et c'est mené par François Faurisson, qui je pense est à l'INSERM, et Marion Mathieu. Et c'est beaucoup plus large que la maladie d'Huntington, puisque ça s'adresse à toutes les maladies rares. Et c'est des options différentes, mais je pense que votre conclusion sur la peur de nuire, etc., on la retrouve dans cette enquête Donc cette enquête a été élaborée avec la participation pluridisciplinaire d'associations, de spécialistes des sciences humaines, etc., etc. Et elle est diffusée actuellement et ils attendent plusieurs milliers de réponses. C'est un peu dur,
les réponses ne viennent pas aussi facilement qu'on l'espérait. Donc c'est plutôt un appel à demander la diffusion de cette enquête IGP rare, qui a un site très bien fait, et c'est plutôt la diffusion par les associations. Voilà, je pense que Brain Team a reçu cette enquête. Il me semble que je l'ai vue sur votre site, non? Il me semble. Bon, ben écoutez, je relancerai Marion pour que... Et bon, c'est surtout après la loi de 2011 de savoir justement comment était faite cette information à la parentèle et quelles conséquences sur les liens familiaux. Donc, vous voyez, c'est assez différent de votre objectif qu'on connaissait, puisque Marcella, Alexandra, etc. Bien sûr. Et juste un tout petit mot sur l'information à la parentèle, parce que j'en ai pas parlé ici, mais effectivement, c'est une question qu'on a posée dans le questionnaire de 2019, donc sur la première partie, les malades et les familles concernées par la maladie de Huntington, en leur demandant s'ils avaient connaissance de l'existence de la loi d'information à la parentèle, et seuls 13% d'entre eux ont mis oui. Et ensuite, il y avait des sous-questions pour un peu comprendre ce que les gens avaient retenu de cette loi. Et dans ceux qui avaient mis oui, ils ont coché faux sur plein de choses. Donc c'est vrai que la loi d'information à la parentèle, je pense que c'est encore très très mal connu. Merci de ce rappel. Non, parce qu'effectivement, j'étais justement, pendant que vous parliez, j'étais en train de demander à Bénédicte, mais on a relayé quelque chose, on a fait passer par Brain Team. Non, pas à ma connaissance. Alexandra, vous parlez centre de référence non plus. Je partage tout à fait ton avis sur le fait qu'il faut donner de l'information concernant la recherche clinique et les essais. Donc, on peut faire quelque chose en commun. Nous, on est en train de faire un ETP pour l'enfant, côté enfant, en lien avec la filière Philnomus, puisque je suis sur les deux versants. Et je pense que ça serait extrêmement intéressant qu'on travaille ensemble. Une dernière question et on va passer à Brigitte. Moi, c'était un commentaire par rapport à un éventuel biais de cette étude. C'est le type de trouble cognitif. Ça peut pas influencer fortement la réponse parce que moi aussi. C'était donc des auto-questionnaires. C'était auto-déclaratif, y compris sur le statut. Donc on n'a pas vérifié de façon médicale si les gens étaient vraiment atteints ou porteurs ou tout ça. Donc il y a possiblement un biais en particulier sur la maladie de Huntington ou les Steinert où il y a une certaine anosognosie et des troubles cognitifs. Après, dans la mesure où ça ne représentait pas non plus une portion extrêmement importante des participants, on a gardé en tête que ça pouvait être un biais, mais on ne pense pas que ça ait une influence majeure sur nos résultats.